Bien, donc nous allons commencer par une courte prière et puis ensuite je présenterai l'ouvrage de M. Consoli qui nous fera sa conférence sur le thème « La République contre la France ». Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui notre pain de chaque jour, pardonnez nos offenses, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne laissez pas succomber à la tentation, et du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Invocation à Saint Michel Archange. Archange Saint-Michel. Je vous laisse Matthieu parce que j'avoue que je lis mal. Archange Saint-Michel, priez pour nous, prince de la milice céleste, recevez-nous parmi vos soldats, vengeurs des droits de Dieu, armez-nous chevaliers de sa cause sainte, porte-étendard des armées du Christ, gardez-nous de rougir de sa croix, vainqueur de Satan, faites que nous reculions jamais devant lui. Ange des batailles, assistez-nous dans les combats de vie. Ange de la paix, restaurez en nous l'ordre divin. Prévôt du paradis, introduisez-nous dans la lumière éternelle. Ange gardien du peuple des Francs, venez à son aide, bénissez son épée, sauvez-le de toute pitié, et que, guidé par vous, il reste à jamais le Fils de l'Église et le bras de Dieu dans le monde, ainsi soit-il. Le Père, le Fils, Saint-Esprit, ainsi soit-il. Vous pouvez vous asseoir, je vous prie. Je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue à l'occasion de cette réunion organisée par l'association Sainte-Geneviève, avec pour orateur M. François-Xavier Consoli. Mathieu vous donnera peut-être tout à l'heure quelques consignes. Bon, il y en a une que nous sommes obligés de donner qui est détestable, mais qui est dans les temps que nous courons. Dans vos paroles privées, soyez prudents, car nous avons de mauvais exemples dans le passé, où des paroles qui sont quelquefois des plaisanteries, etc., ont pu être déformées et utilisées contre leurs auteurs et contre les mouvements qui les accueillaient. Donc, comme on dit sous l'occupation, des oreilles ennemies vous écoutent. Alors, sans être complotiste, au-delà du raisonnable, pensons-y quand même et soyons prudents dans nos propos. Je suis très heureux de souhaiter la bienvenue à M. François-Xavier Consoli, qui est venu de loin, qui est venu de Lorraine, pour nous parler de La République contre la France, et ouvrage sous-titré « La Révolution française par les contre-révolutionnaires ». Monsieur Consoli est journaliste et essayiste, et son livre, j'avais lu le premier ouvrage, il m'a dit qu'il en avait fait un autre, donc son deuxième ouvrage. Il a choisi un sujet clivant, comme l'on dit, la Révolution. En effet, il n'y a pas de jour où les médias du système ne nous parlent des principes de la République, laquelle République que tout le monde est censé aimer, et cependant toujours menacée, apparemment, d'après ce qu'on nous dit. Et donc, le livre de monsieur Consoli n'est pas de ce côté-là, puisque lui, au contraire, nous montre la vue des auteurs contre-révolutionnaires et a une vue évidemment extrêmement critique sur cette République et sur ses origines. Ce n'est pas une histoire événementielle de la Révolution au sens de Pierre Caxotte, etc. C'est une histoire de la pensée qui est extrêmement intéressante puisqu'elle recherche les origines, les traits dominants du processus révolutionnaire et du projet révolutionnaire. Et donc, M. Consoli s'est appuyé notamment sur un certain nombre d'auteurs de la contre-révolution, comme Maistre, comme Bonald, comme Mallet-Dupan, et surtout comme l'Espagnol du XIXe siècle, Donoso Cortés. Sans prétendre résumer son ouvrage, l'auteur le fera beaucoup mieux que moi, je vais donner quelques traits. Dans une première partie assez classique, intitulée « Le début de la fin », l'auteur envisage la situation pré-révolutionnaire. Il nous montre, par exemple, une certaine inertie de Louis XV, et d'ailleurs son préfacier insiste sur ce point. Également, la passion pour la liberté britannique, la montée des finances et des financiers, l'influence de l'encyclopédie et de sa diffusion, également l'intervention finalement très paradoxale de la France aux côtés des insurgents américains. Donc toute la préparation, l'aspect pré-révolutionnaire.
plus inattendu, la deuxième partie. La Révolution, théâtre du Nouveau Monde. Et effectivement, l'auteur nous montre que la Révolution est un théâtre, mais ça va être un théâtre sanglant, qui sera d'ailleurs orné de l'échafaud. Et il nous montre qu'il y a un dessein des contre-révolutionnaires, dessein qui est principalement la décatholicisation, et dessein qui va jusqu'à nos jours. Et l'auteur cite par exemple M. Payon, éphémère ministre et personnage connu, et qui dit « La Révolution française n'est pas terminée ». C'est un de nos adversaires, mais finalement c'est un des plus intéressants parce que, j'allais dire, il vend la mèche, ce qu'ils ne font pas tous. Alors, les révolutionnaires sont des hommes des discours, bien sûr, comme nous dit l'auteur, mais aussi ils nous montrent cet aspect religieux. Et c'est là où j'avoue que l'auteur m'a poussé à une réflexion. Et c'est toujours bien quand un livre vous pousse à remettre en cause certaines de vos idées. Je dois dire, c'est une controverse que j'ai avec une personne qui est ici d'ailleurs, au sujet de la sainteté de Louis XVI. Cette personne voudrait canoniser Louis XVI comme roi. Et j'ai toujours soutenu que Louis XVI, comme roi, avait des défaillances, des insuffisances. Il n'a pas été assez autoritaire quand il le fallait. C'est aussi un devoir. La force, c'est une vertu, et il en a peut-être manqué, au moins à l'extérieur. Donc, j'étais, pour ma part, assez sceptique. Et l'ouvrage de M. Consoli m'a donné une bonne raison, quand même, de canoniser Louis XVI. Ce n'est pas en tant que roi, mais c'est en tant que martyr. Car, effectivement, M. Consoli souligne bien que c'est un véritable sacrifice auquel on assiste en ce qui concerne Louis XVI. Bon, sacrifice qui est accompagné d'ailleurs de celui d'un grand nombre de ses sujets. Et c'est assez important de voir cet aspect religieux que l'on aurait tendance quelquefois à laisser de côté quand on fait un inventaire de ce qui se passe sous la Révolution. On dit, oui, il y a une révolution religieuse, mais aussi une révolution politique, économique, etc. C'est vrai, mais le projet religieux est certainement à la base de tout. D'ailleurs, M. Consoli insiste notamment sur la constitution civile du clergé et sur le schisme qui en a découlé, et cela a une certaine importance. Donc il y a bien d'autres aspects, bien sûr, sur la période révolutionnaire qui sont vus, mais je vous laisserai découvrir le livre pour cela. Dans une troisième partie, l'auteur envisage l'ombre de cette révolution et donc la suite, ce qui s'est passé. Et il se réfère beaucoup à Donoso Cortés, qui s'avère un analyste du phénomène révolutionnaire. On voit comment cette révolution des droits de l'homme aboutit à déshumaniser ses adversaires, par exemple les gens de la Vendée, et aussi comment cette révolution essaye de créer de nouveaux cultes, de nouvelles religions, l'être suprême ou la déesse raison, par exemple. Donc tout est fait pour séparer les hommes de leurs racines culturelles et racines religieuses. Et donc il y a la révolution, finalement, son but, c'est le déracinement. Et dans son conclusion, l'auteur revient sur le côté théologique du projet révolutionnaire, et il nous dit, d'ailleurs j'ai apprécié un passage, l'auteur nous dit, il parle de sidération générale des Français. Il dit, certains attendent, en croyant être tranquilles, que les événements décident à leur place. Et c'est vrai qu'on constate, quand on voit notamment les élections, où avec les degrés d'abstention et avec l'espèce de neutralité des gens, on nous dit par exemple actuellement la majorité des Français sont hostiles à l'immigration que nous connaissons, eh bien la plupart d'entre eux n'en tireront aucune conséquence électorale et restent très mous. Et donc cette sidération, je trouve que le terme est tout à fait juste. Et il y a un aspect sinistre dans cette conclusion, et j'espère que cela sera épargné, mais je pense que l'auteur est clairvoyant. Il nous parle, et il combine une phrase de Donoso Cortés et une phrase de l'auteur anglais de fiction Wells, qui était violemment antichrétien, et qui nous dit que nous sommes en face d'une vague flagrante de bolchevisation. Et c'est effectivement ce que nous voyons à l'heure actuelle avec tout le contrôle social qui se met en place. Donc je trouve que c'est tout à fait une bonne conclusion. Alors au total, M. Consoli nous montre que les auteurs contre-révolutionnaires ont fait une analyse lucide de la nouvelle réalité révolutionnaire. Cependant, ce tableau ne serait pas complet sans une remarque du préfacier de cet ouvrage, qui est M. Pierre de Meuse, qui est un auteur de plusieurs ouvrages historiques importants. M. de Meuse observe
que Mestre comme Donzo Fortes explique la révolution avec fatalisme, par la volonté de Dieu, et ils répondent guère que par l'attente. Et là-dessus, M. de Meuse dit à une conclusion, à une remarque que je partage tout à fait. L'analyse de la révolution doit conduire non pas à cette résignation, mais à l'action. Comprendre la révolution doit servir à la combattre. Et c'est sur cet appel à la mobilisation que je vous laisserai en vous demandant d'écouter le message de M. Consoli, que je remercie encore une fois d'avoir bien voulu se déplacer pour venir nous parler ce soir. Parfait. Merci beaucoup pour cette introduction. La conférence est faite. Merci d'être venu. Bon. Je n'étant pas un homme de grand discours, ni un professeur d'université ou conférencier, je n'aime pas les longues interventions avec les gens qui exposent leur savoir. Rien ne remplace la lecture, donc j'aurai une espèce de grand mot d'introduction sur le bouquin, mais aussi sur quelques questions actuelles. Merci encore pour l'invitation, je suis ravi d'être là, et pour la présentation qui était vraiment bonne. Tout d'abord, la date du jour, lorsque j'ai reçu l'invitation de Mathieu, j'ai été un peu amusé, parce que même si vous n'êtes pas ici au courant, parler de la contre-révolution aujourd'hui, alors que nous fêtons aujourd'hui la laïcité, la sainte laïcité, donc phénomène, pensée, qui revient sans cesse, puisqu'on parlait des valeurs, les grandes valeurs de la République. Bon, la laïcité, c'est certainement l'un des piliers de la République. Mais voilà, je trouvais ça assez drôle et très ironique de parler aujourd'hui de la contre-révolution, le jour de la laïcité. Alors, moi, il y a ce que vous le renoterez dans le livre, si vous ne l'avez pas encore lu, j'aime beaucoup laisser parler autant les pour que les contre, parce que moi je suis journaliste de métier, je ne suis pas professeur, donc je cite les gens, je n'invente pas. Et il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est celui de Saint-Just, donc l'archange de la terreur, c'était son surnom, et le second, le padawan, je dirais même d'un certain Robespierre, qui disait ce qui constitue une république, c'est la destruction totale de ce qui lui a précédé. Bon, comme dirait l'autre, tout est dit. Mais c'est intéressant et ça me servira d'introduction, puisque ce que j'ai voulu montrer dans cet ouvrage, c'est à la fois faire une synthèse et avoir une démarche, comme je l'ai dit, journalistique. Je ne suis pas professeur d'histoire et je n'ai pas pour habitude de revenir petit A, petit B, petit C, et là, l'événement, plus l'événement, plus l'événement, plus l'événement. Non, moi, ce qui m'intéressait, c'était comprendre ce que voulaient dire les contre-révolutionnaires. Et ce que j'ai trouvé fascinant, vraiment, en découvrant la pensée de tous ces contre-révolutionnaires que vous avez cités, donc de Maistre, Bonald, Montlosier, Mallet-Dupan et Donoso Cortés, qui est certainement mon chouchou, comme dirait l'autre, c'est une capacité d'analyse absolument incroyable, et pour la plupart, pour des événements qui arrivent sous leurs yeux. Et c'est pour ça que moi, journalistiquement, ça m'intéresse, parce que ce sont des témoins. Donc pas uniquement des penseurs qui, plusieurs années plus tard, vont prendre leur plume et à la lumière de la bougie vont réfléchir. Non, non. Ils vont vivre les événements, ils vont les subir. C'est le cas de Maistre, qui va être obligé, par exemple, de partir, et d'autres. Et Burke, par exemple, lui qui est anglais, c'est intéressant parce qu'on m'a fait souvent la remarque, Burke est un personnage qui, par exemple, va soutenir les insurgents, donc les révolutionnaires américains, et au contraire, va totalement s'en prendre aux révolutionnaires français. J'expliquerai un peu après pourquoi. Alors, moi, c'est cet aspect donc, vraiment profond, puisque ce qui m'intéressait, c'était de revenir sur différents domaines. Donc il y a le domaine historique, bien sûr, puisqu'on parle d'histoire, mais ce sont des acteurs de l'histoire. Il y a le domaine historique, bien sûr. Il y a le domaine économique, on l'oublie souvent, mais le libéralisme, c'est une école de pensée intellectuelle, mais c'est aussi une école de pensée économique, et laquelle nous sommes en plein dedans, qui n'a fait que s'accélérer. Alors d'aucuns diront que ce n'est pas le vrai libéralisme,
D'aucuns diront que les gens qui critiquent le libéralisme en général n'ont pas compris. Mais moi, ce genre d'assertion ou de commentaire me fait toujours penser aux gens qui disent non, ce n'était pas du communisme, c'était pas le vrai. Il fallait juste laisser le temps. Donc les libéraux, finalement, vous disent la même chose. Voilà, non, ce n'est pas le vrai libéralisme. Ah bon, bah, très bien. En l'occurrence, les contre-révolutionnaires, eux, ont parfaitement compris la pensée libérale et ont parfaitement compris ce que la philosophie libérale avait comme conséquence. Parce qu'au bout d'un moment, il faut aussi être conséquent par rapport aux positions idéologiques qu'on tient. Donc, il y a ces aspects-là, il y a l'aspect sociologique, même l'aspect démographique, on l'oublie aussi, mais la France, beaucoup de gens critiquent l'Ancien Régime, et à nous expliquer avec cette espèce de filtre cinématographique, comme quoi, sous le Moyen-Âge, une expression que j'aime pas beaucoup, période médiévale, ça me plaît mieux, sous ces 1000 ans de période médiévale, en fait, tout était tout le temps gris, il pleuvait, les gens vivaient dans la boue, et c'était horrible, les méchantes églises tyrannisaient les paysans qui mouraient tous de faim. Bah certes, on constate quand même, si on lit certains auteurs, comme Dupaquier, qui est un historien des populations, on constate quand même que la France, à la veille de la Révolution française, est le pays le plus peuplé d'Europe. Bon, pour un système horriblement tyrannique, c'est pas très efficace. Hein. Si on est tyrannique jusqu'au bout, en tout cas on massacre allègrement sa population. Bon, il s'avère que d'autres, un peu plus tard après la Révolution, pourront bénéficier justement de tous les fruits mis en place par l'Ancien Régime pour aller porter justement les valeurs de la Grande République partout en Europe. Et là, ça fera beaucoup de morts. Alors, donc il y a cet aspect, oui, donc démographique. Il y a évidemment l'aspect religieux. Ça, c'est un point capital à comprendre. Comme disait Tocqueville, que je cite aussi beaucoup, il y a un personnage un peu complexe. D'aucuns diront qu'il n'est pas tout à fait contre-révolutionnaire, c'est vrai, mais il n'est pas tout à fait libéral non plus. C'est la magie des grands penseurs, c'est qu'en général on a du mal à les étiqueter. Mais en l'occurrence, il a une analyse très intéressante, très pertinente sur la Révolution, et lui-même a cette capacité à voir justement, déjà faire la distinction entre la Révolution américaine, puisque c'était son sujet, avec de la démocratie en Amérique, et la Révolution française, à voir la différence. Et il a ce mot où il dit regardez bien dans l'histoire, aucune révolution comme celle de la Révolution française n'échappe à l'aspect religieux. Parce que, évidemment, la Révolution française est une révolution éminemment religieuse, peut-être même avant tout religieuse, et c'est en s'en prenant finalement à la religion catholique, hein, puisque c'est celle qui a fait la France, malgré le fait qu'on nous explique que c'est peut-être pas tout à fait le cas, etc. Oui, vraiment, certes. Pour ce genre de choses, ça peut paraître anecdotique, mais puisque si j'ai bien compris, par exemple Mathieu a un côté un peu militant, hein, que j'ai peut-être un peu moins, mais il y a des choses évidentes que ça s'appelle le bon sens. Quand les gens vous expliquent que la France n'est pas historiquement catholique, ben ok, allez dans n'importe quelle ville ou village de France, puis il y a toujours le même bâtiment, donc bon, qui n'est pas une mosquée ni une synagogue, donc je ne sais pas, posez-vous la question. Normalement, en fait, les choses sont évidentes à partir du moment où on ouvre les yeux. Donc, quand la Révolution française s'en prend à la religion chrétienne, donc catholique, elle met en place quelque chose qui est fondamental à comprendre. Vous l'avez un peu rappelé, mais je vais développer là-dessus, c'est qu'elle tient absolument, mais absolument, à déraciner. Et il y a quelque chose d'assez intéressant là-dedans, si on reprend d'ailleurs le vocabulaire ou le lexique botanique, je dirais, c'est que beaucoup de gens, beaucoup d'historiens même, je ne sais pas s'il y a des étudiants en histoire, mais moi qui suis passé par les études d'histoire, je me suis rendu compte que dès lors où on parle par exemple de la Troisième République, la Troisième République utilise beaucoup ce lexique botanique de l'enracinement de la République à partir des années 1870-1880, ce qui est faux. Ce qui est faux, puisque la République en fait ne s'enracine véritablement qu'à partir de 1914. Pendant toute cette période, 1789, je fais très large, il y a des nuances bien sûr, mais bon, on va faire des conférences de 3 heures. Pendant toute cette période de 1789 à 1914, dans son travail totalitaire, pas une dictature, hein, on a beaucoup parlé de dictature, je pense que le mot totalitarisme convient bien mieux. Le travail totalitaire de la République consiste à donc, déraciner le pays. Donc on s'en prend d'abord physiquement aux hommes,
On s'en prend ensuite à leur religion, à leurs croyances, leurs coutumes, leur calendrier même, et plein d'autres choses. Ce qui fait que pendant toute cette période, la République va avoir énormément de difficultés à s'implanter. Et d'ailleurs, voilà pourquoi nous avons de 1789 à 1799, donc une succession de régimes, pourrait-on dire. En tout cas, une succession de propositions politiques qui à chaque fois vont capoter, puisque pour imposer, il faut être de plus en plus violent. C'est le principe de la légitimité. À partir du moment où on manque de légitimité, on dispose de deux choses, la violence ou la persuasion. Mais comme à partir du moment où la République manque de persuader finalement un peuple qui est profondément enraciné, eh ben on utilisera la violence. Après 1789, un certain Napoléon, qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, je ne sais pas si vous avez vu cette horreur au cinéma, je ne suis pas un défenseur de Napoléon, mais historiquement c'est quand même catastrophique. Mais en tout cas, un certain Napoléon va reprendre à son compte, si je puis dire, les habits de l'Ancien Régime, en les modifiant, en modifiant les valeurs et en imposant les principes républicains, même si ça va s'appeler l'Empire, mais il n'empêche que. Et progressivement, d'année en année, eh bien, on aura une succession de régimes. On aura un retour du roi. Mais est-ce que ce roi, que ce soit un Louis XVIII, un Charles X, un Louis-Philippe, etc., est-ce que ces rois-là sont équivalents au grand dernier, si je puis dire, à Louis XVI? Bon, si on s'intéresse à tout ça, je ne vais pas détailler ici, mais si on s'intéresse à tout ça, on se rend compte bien que non. Jusqu'après, ensuite, bon, entre tout ça, il y aura Seconde République, Second Empire, etc., etc. Jusque finalement ces années 1870 où on nous explique que la République s'enracine. Donc je vous l'ai dit, à mon sens, je pense que c'est faux. Précisément parce que la République lutte encore et encore et encore face à ces satanés français très têtus qui refusent finalement les principes républicains. Alors, arrivera d'autres phénomènes, enfin pas d'autres phénomènes, pardon, mais d'autres événements. On aura bien sûr en 1898 la fameuse affaire Dreyfus, qui est fondamentale si on veut aussi bien comprendre aujourd'hui les tiraillements d'une certaine gauche, mais tout se joue à ce moment-là. Et on aura bien sûr 1905-1906 l'imposition de la laïcité, et je vais parler un petit peu de la laïcité après, précisément. Et ensuite 14, qui là est finalement un moyen fabuleux pour obliger les Français à rentrer dans le rang, puisque à partir du moment où on a désigné un ennemi commun, eh ben, on se range sous le drapeau tricolore et allons-y, allons nous battre contre le Germain. Et finalement, c'est à partir de 14 que la révolution, la révolution réussit, entre guillemets, en tout cas que la République s'impose vraiment, puisque la République sort victorieuse donc de cette guerre 14-18, de cette première guerre mondiale, et à partir de là, la proposition politique de 89 est totalement légitimée. Alors, j'allais parler du principe de légitimité, et on est tout à fait là-dedans, puisque la légitimité, elle tient dans le fait qu'elle doit s'imposer en permanence, et malgré l'imposition dont je parlais à partir de 18, encore aujourd'hui, la République, on le voit, a besoin de revenir sur les valeurs. Ce qui est très bien, parce qu'en fait, les valeurs aujourd'hui, on peut y mettre absolument tout et n'importe quoi. Parfait. Et en plus de ça, à partir du moment où la nouvelle proposition politique, qu'on pourrait appeler une sorte d'augustinisme, en référence à Saint-Augustin, qui est peut-être le ferment philosophique à partir duquel l'Ancien Régime en France se pose. Un nouveau contrat rousseauiste est proposé à partir de 89 et, comme je vous l'ai dit, il va avoir énormément de difficultés à s'imposer, et c'est par la victoire massive de 18 que la République s'impose. Et alors, je parlais de légitimité, justement, la légitimité, c'est assez, finalement, c'est pas si compliqué à voir. C'est qu'à partir du moment où ce nouveau contrat rousseauiste va détruire et cherche à détruire l'ancien, à ce moment-là, la France, ou en tout cas le nouveau pouvoir politique, va être confronté à un problème, puisque
ces 1000 ans d'histoire, ces 1000 ans de ce mauvais, de ce vilain Moyen-Âge tyrannique doivent être balayés. C'est ça qui fait la différence, par exemple, avec la Révolution américaine. La Révolution américaine n'est pas une révolution équivalente, n'est en rien équivalente à la Révolution française, puisque ce n'est qu'une continuité des 13 colonies. C'est une continuité politique, géographique, historique de ce que posent les 13 colonies. Voilà pourquoi Burke, par exemple, soutient les insurgents, donc cette représentation anglaise sur un autre continent, puisque c'est le bon vieux principe libéral des Anglais. Je paye des impôts. Si je paye des impôts, je dois être reconnu politiquement. C'est le point de départ de la Révolution américaine. Et donc à ce moment-là, les Anglais, enfin les Américains, ne font que continuer ce qui est posé par les colonies britanniques. Pour la Révolution française, pas du tout. Pour la Révolution française, c'est un bouleversement total. Voilà pourquoi en fait les conséquences ne peuvent être que totalitaires. C'est une prise en main totale, complète de la vie, puisque on parlait de la religion, ça touche le calendrier, on impose le décadi, on impose 10 jours de travail, il n'y a plus de dimanche. C'est une révolution antisociale, complètement, parce que beaucoup de gens, c'est un peu dommage d'ailleurs, beaucoup de gens à droite oublient, c'est que la révolution n'est pas uniquement un renversement de l'ancien régime, c'est un bouleversement, une destruction de l'état social français qui existe, l'état social royal si je puis dire, mais qui existe, avec par exemple Napoléon et l'imposition du livret ouvrier, où il y a même pas une excroissance, mais une explosion finalement d'un état qui va devenir totalitaire. Et à propos donc, justement de cette légitimité, on propose un nouveau contrat, mais le contrat va se retrouver face à un problème, c'est que si on détruit un contrat qui est proposé à tout un peuple, et que ce peuple n'en veut pas, comme dirait l'autre, à ce moment-là c'est le peuple qui pose problème, donc détruisons ce peuple qui pose problème, et puis comme disait Bertolt Brecht, voilà, si le peuple pose problème, changez de peuple, et puis ça ira mieux après. Bon, voilà ce que j'ai voulu un petit peu montrer dans ce livre. Il y a énormément de choses sur lesquelles je pourrais revenir, mais je tiens pas à déflorer, c'est comme raconter un film, si le film vous a plu, on a envie d'en parler, mais au final ça sert à rien d'en parler, parce que bon, la personne qui est en face de vous dit merci, maintenant j'ai plus besoin de regarder le film. Donc moi je vous recommande la lecture. Peut-être, moi les quelques points qui m'ont valu, on va dire, des petites critiques, par exemple de mon préfacier Pierre Demeuse, c'est que j'étais un petit peu dur avec un certain Louis XV. Bon après oui, c'est des détails un peu historiques pour moi, mais bon ok, allez, c'est sans doute un peu vrai, je suis un peu dur avec lui, mais tant pis. Un autre passage qui a fait un peu grincer, c'est on va dire, allez, je vais dire une attaque en règle vis-à-vis de ce qu'on appelle aujourd'hui le féminisme. J'ai absolument rien contre les femmes, mais au contraire. Mais comme j'aime beaucoup les femmes, je suis très anti-féministe, on va dire ça comme ça. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai noté pendant l'écriture du bouquin, c'est que les femmes prennent progressivement le pouvoir. Et malheureusement, je vais faire peut-être un peu grincer ici, désolé mesdames, mais à partir du moment où les femmes de la cour notamment prennent le pouvoir, une certaine frivolité s'impose. Donc ce qui fait qu'à partir de là, toute la litanie philosophique qui précède la Révolution française va être très prisée par cette cour où... Mais les hommes ont leurs responsabilités, hein, toujours, où les hommes décident finalement d'arrêter de se battre et de privilégier les salons, les grands discours, la pensée philosophique rousseauiste, voltairienne, etc. Si par exemple ce genre de sujet vous intéresse, je vous recommande un fabuleux film de Patrice Lecomte qui s'appelle Ridicule, qui explique très bien ça. Hein. On voit finalement les femmes qui progressivement prennent en tout cas le pouvoir intellectuel, si je puis dire, et font la pluie et le beau temps au sein de la cour. Et ça, c'est vrai que c'est un petit chapitre qui m'a valu de 3 critiques, mais tant pis, au contraire, j'aime bien. C'est toujours assez drôle. Et puis, et quoi d'autre? Ah oui, et puis si, ça je voulais aussi en parler parce que ça me semble capital. Tout à l'heure, je vous parlais du libéralisme. On a tendance aujourd'hui à opposer ces deux écoles,
libéralisme d'un côté et socialiste de l'autre. Or, s'il y a un auteur, que je vous l'ai dit, c'est mon chouchou, et s'il y a un auteur qui en a parfaitement bien parlé et qui a été absolument merveilleux, le mot est peut-être un peu exagéré, mais moi, à sa lecture, j'ai été bouleversé, c'est de Juan Donoso Cortés. Donc lui est un peu moins connu que Mallet Dupan, que de Maistre ou Bonald. Cortés, comme son nom l'indique, est un espagnol, c'est un homme politique espagnol qui viendra un peu après, qui lui voit en fait l'ascension de l'école libérale, mais également sa réponse, qui est l'école socialiste, à partir des années 1830-1840. Et Cortés, donc, qui a beaucoup étudié la Révolution française et qui voit les conséquences directes, qui est un témoin, constate une chose, et c'est une vision qui est malheureusement, je trouve, un peu critiquée aujourd'hui, parce qu'on aime choisir son camp. On aime avoir son camp, on aime défendre un petit peu son précaré. Bon, pourquoi pas. Mais Cortés renvoie dos à dos ces deux écoles en disant finalement les socialistes ont beau jeu d'expliquer aux libéraux qu'ils imposent finalement, que cette école libérale impose une destruction de l'État social, et les libéraux ont beau jeu de répondre aux socialistes, mais finalement, vous voulez, dans la continuité des montagnards et dans la continuité d'un Babeuf, par exemple, vous voulez imposer une espèce de communisme avant l'heure. Et finalement, Cortés renvoie dos à dos ces deux écoles en disant « Mais chers amis, en fait, l'un n'est que la réponse de l'autre et vice-versa. » C'est-à-dire qu'à partir du moment où le libéralisme impose, avec sa pensée économique, finalement, cette espèce de main, la fameuse main d'Adam Smith, la fameuse main qui va régler par elle-même absolument tous les cordons de l'économie, oui, il n'y aura qu'une seule réponse qui est une espèce de ce qu'on appellerait finalement simplement ce qu'on a appelé plus tard le catholicisme social, mais en fait qui n'est qu'une réponse de réenchantement, pourrais-je dire, mais en tout cas une volonté sociale qui consiste finalement à aider son prochain, ni plus ni moins. Mais l'école socialiste évidemment se différencie de l'Ancien Régime parce que c'est un comment dirais-je, un catholicisme sans Dieu. Donc c'est une coquille vide. Ça n'a pas grand sens, ça ne veut pas dire grand-chose. Et le drame, il est que jusqu'à aujourd'hui, ces écoles-là s'affrontent à chaque élection. Le drame, c'est qu'aujourd'hui, on a des gens de droite, de gauche, etc., qui s'imposent en permanence, en tout cas qui cherchent à imposer leurs idées et qui expliquent finalement que la solution est là, il suffit de lire. Lisez les grands penseurs libéraux ou lisez les grands penseurs socialistes et finalement la clé est là. Mais malheureusement, Cortés dit bien non, en fait, la clé n'est pas là. La clé, vous l'avez sous les yeux, comme je vous l'ai dit, allez dans les villages, etc. La clé, vous l'avez là. Puis la clé, vous l'avez aussi avant la Révolution française, où on a balayé l'ancien contrat social pour imposer ce nouveau contrat social. Et ça, c'est un point qui m'a beaucoup marqué, qui m'a vraiment beaucoup plu, parce qu'effectivement, Cortés arrive de façon très pertinente à voir ce grand jeu de dupes. Parce que comme vous l'avez dit, la Révolution française impose un grand théâtre politique. On se plaint en permanence, tous les 5 ans, oh là là, le théâtre commence, oh là là, il va falloir choisir, oh là là, ça ne sert à rien de voter, oh là là, oh là là. Bon, très bien, pourquoi pas, allez voter si ça vous amuse. Mais il va de soi que cette imposition théâtrale dans les alcôves des parlements, je trouve qu'elle est symptomatique, elle est très intéressante à noter, puisque, une fois encore, elle a ses racines dans la Révolution française, où les grands révolutionnaires, qui se prétendent descendants des Romains, et qui, d'ailleurs, la plupart se donnent des noms romains, ne se privent pas de se payer de mots. Et c'est aussi ça qui est très intéressant, c'est que finalement, la Révolution française, avec ce nouveau contrat social, elle impose aussi un contrat de l'inaction. C'est-à-dire que, et ça les contre-révolutionnaires le voient bien aussi, l'inaction politique est le meilleur moyen pour laisser faire le marché. Voilà pourquoi en fait la théorie libérale et l'école libérale est très intéressante. C'est parce que c'est l'antithèse même du politique. À partir du moment où aucune action politique n'est possible, c'est très bien, c'est le marché qui fera.
qui prendra le pouvoir. Et une fois encore, voilà pourquoi finalement les socialistes vous diront, eh ben, très bien, eh ben, dans ces cas-là, nous avons la solution, mais finalement la proposition politique qu'ils ont est exactement la même. Simplement, eux, ils cherchent à, comment dirais-je, à vernir d'un beau vernis social finalement la même proposition politique qui est la proposition libérale, parce que quoi qu'il arrive, Dieu est absent, Dieu n'est plus là. Donc finalement, l'ancien contrat social, que je vous l'ai dit, est mis aux rencarts et détruit. Donc oui, cette opposition entre ces deux écoles me semble très intéressante. Et voilà, en lisant Cortès, je me suis rendu compte que c'était vraiment capital de comprendre ça, puisqu'on est en plein dedans. Et pour finir, je vais pas faire très long, puisque j'aime pas faire très long, je vois pas l'intérêt d'en raconter plus qu'il ne faut. Il y a un petit passage très important, à mon avis, qu'il faut avoir bien en tête quand on parle de la Révolution française. Bon, vous êtes familiers, je pense tous ici, de penseurs comme, enfin en tout cas d'auteurs comme Alain Pascal ou Marion Sigaud, apparemment vous l'avez déjà reçu, qui, je fais un peu ma pub, mais qui ont d'ailleurs très apprécié mon bouquin. Hein, donc, voilà. Donc ils ont, ces deux auteurs et d'autres insistent bien, Ronald Sécher bien sûr en premier lieu, insiste bien sur ce caractère totalitaire et sur le phénomène de la Vendée, etc. Puisque je vous ai dit, il faut, pour imposer ce nouveau contrat social et se débarrasser de l'augustinisme politique, il faut détruire le peuple. Et il ne faut jamais oublier, lorsque vous avez des gens qui sont républicains tièdes, hein, pas besoin d'avoir des Vincent Payon ou je ne sais quel autre tablier devant vous. Je pense qu'il faut toujours rappeler que cette révolution faite au nom du peuple est d'abord et avant tout responsable, puisqu'elle est totalitaire. Cette révolution a cette capacité à détruire en masse. Et ça, c'est nouveau. Ça, c'est précurseur, je dirais même. Précurseur, pourquoi ? Je vous cite par exemple, enfin je ne ferai pas 25 000 citations, mais je vous cite Barère, grand révolutionnaire, qui le 1er octobre 1993, au moment du vote, au moment de la convention, donc c'est le vote de la loi d'extermination, c'est clair, hein, comme dit l'expression, c'est comme le port-salut, c'est marqué dessus. La Vendée, le cœur de la République, c'est lui qui a été rassemblé, qui a rassemblé des débris d'un trône conspirateur. C'est donc à la Vendée que vous devez porter votre attention, chers amis. C'est donc la Vendée qu'il faut détruire. Détruisez la Vendée, détruisez la Vendée. J'avais bien lu à l'époque, il le dit 6 fois ça, détruisez la Vendée. Il le dit 6 fois. Et on oublie de dire aussi que lorsqu'on s'en prend à la Vendée, on ne s'en prend pas qu'à la Vendée. Demandez aux Lyonnais ce qu'ils pensent de la Révolution française, et ça vaut. Il y a eu également des exactions dans le Nord, des exactions en Provence, des exactions dans le Sud-Ouest, bref, des exactions absolument partout, puisque dans son totalitarisme global, la Révolution s'impose, la Révolution et donc la République s'impose, parce que, comment voulez-vous de toute façon être contre la Révolution, puisque elle impose le bien. Mais si vous êtes contre, vous êtes le mal. Cette façon très binaire de voir les choses, si on allume n'importe quelle télévision, si on écoute n'importe quel commentaire, même pas besoin d'aller jusqu'à la France Insoumise. Hein. Regardez n'importe quel républicain, je l'ai dit, même tiède, il est dans le camp du bien, il est dans le camp de la raison. Donc, si vous vous opposez à lui, mes braves amis, vous êtes mauvais, par nature. La raison pour laquelle détruire la Vendée, ou détruire un Vendéen, ou détruire un contre-révolutionnaire, quel que soit l'endroit où il vivait en France, où est le problème? Puisqu'on ne détruit pas quelqu'un en fonction de ce qu'il fait, mais en fonction de ce qu'il est. Et ça, si on regarde un petit peu même plus loin, hein, il suffit finalement de tirer le fil. Si on tire un peu le fil jusqu'à la géopolitique actuelle, si on va apporter la démocratie dans n'importe quel pays, où est le problème? Puisqu'après tout, nous sommes le camp du bien. Bon.
C'est un coup de bombe, mais ça c'est pas grave, ça c'est voilà. Voilà. Alors, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc je pense que ça c'est très important à comprendre puisque la France, une fois encore, peut-être a joué un rôle premier dans des tas et des tas de choses, mais aussi dans des tas de choses très bonnes, oui c'est vrai, mais dans des tas de choses aussi très mauvaises. Et là-dessus, la France c'est le cœur, l'épicentre même de toutes ces valeurs qui aujourd'hui, jusqu'à la géopolitique mondiale, finalement, nous sommes dans ce bain. Et à partir du moment où on a compris ça, on sait en fait d'où vient un petit peu, on sait quel est le premier puits qui a été infecté, si je puis dire. Et juste, voilà, ça c'est aussi une anecdote, mais j'aime bien les anecdotes, et puis ça en dit long, puisque précisément, on nous impose cette dichotomie, libéralisme, socialisme, le bien, le mal, etc. Rappelez toujours, si vous avez par exemple un républicain face à vous, qui vous dit, mais la République, quand même, on s'oppose aux tyrannies, on s'oppose au totalitarisme, etc. Oui. Il y a un individu qui est pas connu, très peu connu, qui s'appelle Rocroi, je crois. Rocroi. Jean-François Rocroi, je ne sais plus exactement le prénom, mais c'est pas ce qui compte le plus. Mais ce monsieur Rocroi, donc citoyen Rocroi, chimiste de son état, est un personnage très intéressant parce que on va lui demander, les autorités révolutionnaires vont lui demander au moment donc du vote de la loi d'extermination de la Vendée, on va lui demander, mais camarades révolutionnaires, amis de la liberté et des pâquerettes, est-ce que tu n'es pas en mesure, toi qui es chimiste, d'inventer quelque chose qui pourrait éliminer en masse? Tu es chimiste. Hein, je sais pas, un peu difficile, je ne sais pas, on va tester, on va essayer. Il va interroger deux autres chimistes, deux frères qui sont également chimistes de leur état. Ils vont faire des tentatives sur des moutons, je crois, du côté d'Angers. Bon, ça ne va pas marcher, mais en tout cas, la demande est bien celle-ci. La demande est, est-ce que tu peux inventer un gaz qui peut, de façon efficace, détruire une population, en tout cas un groupe de gens, enfermés dans un espace clos d'une église, par exemple. Bon. Il y aura des tentatives, je vous l'ai dit, mais ça ne marchera pas. Mais bon, je ne vais pas être plus ironique, voilà, vous avez compris où est-ce que je voulais en venir. Quand on vous explique que les valeurs de la République, que les valeurs des révolutionnaires vont à l'encontre des grandes tyrannies et des grands totalitarismes, même au-delà des Alpes ou outre-Rhin, bon, moi je trouve que cette petite histoire qui peut paraître anecdotique en dit long, puisque faut pas oublier que tous les grands dictateurs et tous les grands totalitarismes du XXe siècle vénéraient la Révolution française. Parce que certes, il y a les bolcheviks d'un côté, avec un Lénine qui est accueilli au son de la Marseillaise à son arrivée à Saint-Pétersbourg, mais lisez ce que dit un certain Moustachu et vous verrez que lui aussi était un grand admirateur du travail réalisé par la Révolution française. Donc tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que à partir du moment où on s'est intéressé à cette pensée contre-révolutionnaire, à partir du moment où on a compris où est-ce que les révolutionnaires voulaient en venir, précisément en s'intéressant à ceux qui pouvaient s'y opposer, parce qu'on, je vous le dis tout de suite, même si ce sont des auteurs connus, certainement pas des auteurs très étudiés en faculté, hein, voilà, à moins de vraiment s'y intéresser par soi-même, il n'y aura pas ça au programme, si je puis dire. Donc, à partir du moment où on s'intéresse à ces auteurs, il y a énormément de choses qui deviennent très claires. Il y a énormément de questions qu'on pouvait se poser et de préalables qu'on pouvait avoir par rapport à des incohérences, des choses qui pouvaient nous sauter aux yeux, mais sur lesquelles on peut buter ou qu'on n'arrive pas à expliquer. Ces auteurs-là l'expliquent très bien. Et donc voilà, je vous recommande leur lecture, leur découverte. Et si vous avez des questions, je suis tout oui. J'espère que vous en avez. Oui. Le chimiste dont vous parliez, c'est un certain Fourcroy. Fourcroy, pardon, voilà, pas Fourcroy. Dans Paris. Voilà. Il est la rue Fourcroy, ça existe. C'est quand même magnifique.
Dans quel arrondissement? Je crois que c'est dans le 17e. Voilà, ce surcroît, c'est pas long, on ira lui rendre hommage ensemble si vous voulez. Hein ouais. D'ailleurs, ils n'ont pas du tout réussi. Oui, alors, il a raté ses expériences. L'expérience, ils ont mené des expériences sur des moutons, et en fait ils voulaient... L'expérience consistait d'abord à endormir, c'était un gaz soporifique, et après le gaz devait avoir des vertus plus efficaces, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce qu'il n'y avait pas les composants suffisants à l'époque, etc. Mais en tout cas, ça n'a pas marché. Mais par contre, la demande, la tentative a bien été effectuée et voilà. C'est étonnant parce que poison, c'est utilisé depuis. Oui, certes, mais après, en termes chimiques, là, ça dépasse mes compétences. Là, je ne pourrais pas vous répondre. Mais en tout cas, l'anecdote existe bien et voilà, je trouve ça très intéressant. Vous avez beaucoup d'idées quand même. Vous parlez des noyades, et puis il y a eu également les industries de peau qui ont... Ah là, oui, les fameuses tanneries à Nantes. Encore, je crois, dans certains musées, ça existe. Voilà. Il y avait une tannerie à Meudon. Et ça aussi, c'est très intéressant, par exemple. Vous voyez, ça revient sur ce que je disais, sur le fait d'être, avant d'avoir fait quelque chose. Où est le problème de retirer la peau d'un homme à partir du moment où il s'oppose au projet politique qui est le bien? Aujourd'hui, c'est normalement, ça devrait... normalement, oui, non, il n'y a pas lieu d'être. Enfin, je ne sais même pas comment on peut en arriver à cette conclusion, mais tirons un fil et allons des tanneries de Nantes jusqu'à Pol Pot. C'est le même principe. C'est exactement le même principe. Et les mêmes idées. Pol Pot a été formé à la Sorbonne à Paris. Hein. Vous avez parlé de Lénine tout à l'heure. Oui. Qui est mort en 1924. Ouais. Les synagogues se sont multipliées à Moscou. Il y en avait plus de 400. Vous allez sur un terrain très glissant, là, attention. Oui, bon. Mais, oui. Bon, alors je me tais. Non, mais il faudra demander à Pierre Hillard, je suis sûr qu'il vous expliquera bien mieux que moi. Voilà. Ils ont des églises et des cathédrales orthodoxes, ça c'est sûr. Dites-moi que vous avez des questions. Oui, oui. Sur le choix de la couverture, pourquoi cette couverture particulière? Ah oui. Ces tableaux. Ah oui, alors... C'est aussi l'intérieur, c'est la même... Oui, j'ai repris... parce que j'ai voulu, effectivement, même si mon éditeur m'en veut un peu parce que ça coûte cher de faire ça, mais tant pis. J'ai voulu à chaque fois, au début de chaque chapitre, à la fin de chaque chapitre, mettre en avant une image qui synthétise un petit peu ce qui va être développé. Et oui, donc la couverture qui illustre le bouquin, donc c'est celle-ci. Donc c'est un tableau de Hubert Robert qui représente en fait la démolition d'une église à Paris. Ça aussi, ça peut paraître... mais puisqu'après tout, nous sommes dans une époque de quantité, donnons les chiffres. Il y avait, il me semble, plus de 300 églises à Paris avant la Révolution française. Si je ne dis pas de bêtises, la Révolution va en détruire pas moins de 240. On est dans ce phénomène à nouveau de destruction. Il faut ratiboiser. Il y a un autre tableau qui m'a surpris que vous avez mis, ouais. Le triomphe de la guillotine. Oui. Ça, c'est quand même prodigieux. Voir le triomphe de la guilotine, et on voit une espèce de procession qui va vers l'échafaud et dans un aspect comment on peut dire un peu dantesque. Infernal, hein. Oui, dantesque. Et un côté infernal, c'est très curieux. Il y a aussi, oui, j'aurais pu en parler aussi, mais voilà, les thèmes sont il y a de multiples thèmes. 98 quand même, donc 95. Oui. 95, donc c'est encore tout frais. Hein. C'est encore tout frais. En fait, les révolutionnaires, avec cette révolution française, il y a un côté, on l'oublie aussi un peu, mais il y a un côté fin du monde. Il y a un côté où, et ça, certains auteurs que je cite, mais c'était pas l'objet en tant que tel, mais je ne fais que les citer, mais ils en parlent très bien. Il y a un bouquin que j'avais apprécié qui s'appelle La Révolution hantée. Et en fait, ces auteurs expliquent très bien que esthétiquement, graphiquement, les révolutionnaires sont passionnés par la mort. Passionnés. La mort et le côté macabre des choses revient énormément
Bon, ce qui s'explique de toute façon, puisque bah, le sang et les flots de sang coulent dans les rues, la guillotine fonctionne à plein. Mais il y a quelque chose effectivement de très macabre. Et une fois encore, je pense qu'on n'a pas besoin d'être le plus croisé des croyants pour comprendre qu'on a quelque chose quand même qui me passe l'expression, mais qui pue la mort, vraiment. Et ça, c'est très fort chez les révolutionnaires. Ils sont passionnés par la mort. Ils ont la passionnariat de la mort. Et effectivement, il y a cette illustration là, que j'aimais bien parce qu'elle illustre bien l'idée. Et voilà, ces grands Romains, en tout cas ces descendants de dictateurs et empereurs romains, enfin ceux qui veulent être, qui se prennent pour, ont cette passion pour la mort. Oui, c'est très bien. Dans les textes que vous avez lus aussi, oui. Bien sûr dans les actes on est au courant, mais dans les textes que vous avez lus des révolutionnaires. Dans les textes, oui, si on lit je vous ai cité Saint-Just, mais si on en cite d'autres, des Barras, des Barrères, et particulièrement aussi chez les montagnards, même un Robespierre qui est aujourd'hui à son fan club du côté des mélanchonistes, là, il est particulièrement... Il y a un côté, pour ça qu'il faut éviter de sombrer, enfin, faut éviter d'être binaire aussi, parce qu'on a affaire à des hommes, c'est sûr. Donc quand on parle du projet, on ne peut pas faire autrement que d'en parler. Et par exemple, un Robespierre est un personnage assez intéressant. Lui-même est déiste, donc il n'est pas contre l'idée d'un être créateur, mais évidemment être déiste, c'est pas du tout être catholique, on est d'accord. Là, il s'agit de nuances très importantes. Mais Robespierre a également cette forme de, cette espèce de passion pour la mort. Mais c'est une mort juste, comme je vous l'ai dit, mais je vous le répéterai jamais assez. C'est une mort juste parce qu'elle est faite au nom du bien. Donc c'est pas grave. Au final, c'est quelque chose de salvateur. Et d'ailleurs, je vous prends votre question, mais puisque vous parliez de Louis XVI, je suis d'ailleurs beaucoup moins critique vis-à-vis de Louis XVI que vis-à-vis d'un Louis XV, puisque Louis XVI, à mon sens, arrive trop tard. Et il essaye du mieux qu'il peut de limiter la casse, mais les jeux sont faits. Les jeux sont faits. Les cordons de la bourse ne sont plus dans les mains du roi, en tout cas du pouvoir du roi. La pensée révolutionnaire, en tout cas la pensée anglaise et libérale, a gagné l'élite. Et c'est toujours une petite élite qui fait les révolutions. Pareil, on vous dit que la Révolution française c'est une révolution de la masse et c'est une masse qui a pris la Bastille. Non, la Bastille, me semble-t-il qu'au moment où ils ont pris la Bastille, il y avait 7 prisonniers. 7 Pékins, 2 prostituées, 5 prisonniers, 2 prostituées, 3 fous. Enfin, c'était ridicule quoi. Donc oui, par rapport à Louis XVI, il y a quelque chose de très important, et ça les révolutionnaires dans leur passion pour la mort le citent bien, c'est que il faut tuer le roi, parce que tuer le roi c'est pas uniquement tuer un roi, c'est tuer le lieutenant de Dieu, et donc c'est tuer le père, c'est tuer le père de la nation, parce que le roi n'est pas uniquement un roi de France, c'est le père de ces peuples, comme il disait. Voilà. Ces peuples, c'est donc les différentes provinces, et donc en tuant le père, on tue la figure de Dieu. Et ça, c'est très important, parce que les révolutionnaires comprennent très vite qu'ils n'ont pas d'autre choix. En fait, dès le début de la Révolution, avec l'augustinisme politique qui était le contrat social français depuis 1000 ans, il n'y a pas d'autre choix que de tuer le roi. Là, tout est fait progressivement pour que, j'en parle un peu et certains historiens le montrent très bien, la fuite à Varennes est obligatoire, parce que le roi sait que sa tête va y passer. Et au bout d'un moment, un roi, c'était son cas, un père de famille, et il n'a pas le choix, s'il veut sauver un peu la mise à tout le monde, il faut partir. Et malheureusement pour lui, quand il se fait choper, c'était l'excuse parfaite pour dire, voilà, de toute façon, nous devions le faire, faisons-le, et en tuant le roi, on sacrifie le père de la nation, et donc cette représentation divine qui veillait sur la France. Oui, alors il y a plusieurs... oui. Comment est-ce que vous définissez libéralisme et socialisme dans votre livre? Ah oui, ça c'est intéressant. Alors, je vais faire très court. Pour moi, le libéralisme, c'est une pensée philosophique qui dit se reposer sur la liberté, mais qui pose comme base le contrat. Le contrat entre un potentat politique et un sujet. Un contrat entre un commerçant et un client, etc. etc. C'est le même principe. Et à partir de là, le libéralisme
on peut le voir finalement, même bien avant. Un des premiers penseurs libéraux, c'est Machiavel par exemple. Machiavel ne pense pas en termes de vertu politique, il parle de virtu. La virtu, c'est l'opportunisme. C'est quelle est la meilleure solution pour le pouvoir politique pour assurer son pouvoir. Et ça, c'est pas de la vertu, ça c'est de l'opportunisme. Et finalement, Machiavel est un des premiers penseurs libéraux. Alors après, on aura Hobbes avec le Léviathan, Locke et le gouvernement civil, etc. Bon, on quitte un peu le sujet là, mais si on se réfère à ces auteurs, on se rend compte finalement que le libéralisme, c'est un nouveau contrat social. C'est une possibilité pour un pouvoir politique, non plus de se référer à un pouvoir religieux, c'est de considérer que le contrat a ce côté sacré qui fait qu'à partir du moment où ce contrat entre les deux parties est respecté, tout roule, tout va bien. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui, qu'est-ce que les droits de l'homme? C'est un contrat. C'est un contrat qui consiste à dire, voilà les droits qui permettent à l'humanité de se porter mieux, en tout cas d'être libre, etc. Machin, il suffit de les respecter. Et si, par exemple, un quelconque pays membre de l'Union européenne va à l'encontre des principes fondateurs des droits de l'homme, l'entité politique qu'est l'Union condamne. Bon, on peut condamner même à titre, on va dire, anecdotique, mais quand même, le principe est là. Et pour le socialisme, c'est sa réponse. C'est considérer que les effets néfastes du libéralisme, notamment en termes économiques, détruisent le corps social. Et donc il s'agit de réinstaurer du socialisme, il s'agit de réinstaurer du social entre les individus, mais en reprenant finalement les mêmes thèmes, en reprenant le même contrat, mais en y mettant du vernis, comme je disais tout à l'heure. Et au final, vous regardez les socialistes, mais même dès le début, on prenait un Gracchus Babeuf, pareil, personnage intéressant, à prendre en nuance, mais Babeuf, lui, a déjà dans son idée une espèce d'idée, de communisme pour les Français. Juste répartition des choses, etc. Mais une fois encore, on est en fait dans du catholicisme sans Dieu. Voilà. Et j'en veux pour preuve que c'est pour ça que Babeuf est intéressant. Babeuf, lui, est un des premiers à voir que... Mais alors, si on applique à la lettre nos principes révolutionnaires, arrive ce qui arrive en Vendée, ou arrive ce qui va arriver en Vendée, le résultat, il va lui-même en parler dans son bouquin, c'est le dépopulicide. Voilà. Système de dépopulation, le populicide, on va tuer le peuple. Qui me semble d'ailleurs un peu plus intéressant que génocide, puisque génocide aujourd'hui, on en parle beaucoup, et il y a même eu une polémique, je crois, il n'y a pas très longtemps, à propos du génocide en Vendée, etc. Est-ce que c'est un génocide? Je ne pense pas que c'est le terme qu'on convient pas, parce que c'est un terme plus... Je pense que c'est un terme de droit international, qui est bien plus moderne, en tout cas bien plus contemporain. Mais par contre, le terme populicide convient très très bien. Voilà, c'est une destruction, une liquidation du peuple. Et ça, c'est... Voilà. Mais après, vis-à-vis du socialisme et du libéralisme, c'est marrant que vous en parliez parce que c'est l'objet d'un prochain bouquin. Mais voilà, il faut y revenir et c'est très 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 long, très 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 vaste. Mais c'est effectivement très intéressant parce que ce sont les offres politiques actuelles. Avec des nuances, etc. Mais vous allez un peu par là ou un peu par là. L'important, c'est qu'on s'entende c'est qu'on s'entende sur le centre. Et la République s'entend toujours au niveau du centre. Puisque c'est le centre qui gagne à la fin, au niveau de la Révolution. Les extrêmes ont agi. Les extrêmes, on a vu ce que ça donne. Ils ont les bons principes, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc on va se réunir au centre. Et la Révolution, en fait, se fait toujours au centre. La Révolution, aujourd'hui, avec un certain Emmanuel M, a trouvé vraiment un cador, un descendant parfait. Il synthétise au centre. Et il synthétise à gauche, il synthétise à droite, il synthétise au centre. Le vide. Voilà. Ah bah oui, mais précisément, c'est ce que je vous disais vis-à-vis de l'inaction. C'est-à-dire qu'en synthétise... Puisque c'est un phénomène de synthétisation au centre, c'est un phénomène aussi d'ablation du politique. Et donc, on n'agit pas. On n'agit pas. Si on agit dans un sens le matin, dans l'autre l'après-midi, etc. Et voilà. On est nul. C'est précisément, c'est comme quand on fait un pas en avant puis un pas en arrière, au final on est revenu au même endroit. Donc voilà. Il y avait, oui. Il fallait tuer le père, mais il fallait tuer également le fils. C'est un de suite. Ça a été fait. Le fils dans quel sens? Louis XVII. Oui,
Ah oui, oui. Bah, de toute façon, c'était un gamin, on l'a enjôlé. Un gamin enjôlé à cet âge-là, il est mort dans sa geôle, c'était fini. C'était... Oui, ah bah oui, oui, il fallait couper. Voilà, il fallait couper. Il y a un principe vraiment de déracinement. De déracinement. C'est pour ça que quand je vous parlais du lexique botanique, c'est vraiment intéressant, c'est exactement ça. Les révolutionnaires avaient une passion pour les arbres. Ils ont planté des arbres, mais c'est vrai, ils ont planté des arbres de la liberté, un peu partout. Il y en avait un sur le boulevard Saint-Germain. Voilà, ils ont planté des arbres de la liberté. C'est-à-dire qu'il y a bien une volonté de couper l'ancien arbre, si vous préférez, pour en mettre un nouveau. Et ça, c'est très très intéressant. Et si vous lisez jusqu'à un Zola, Germinal, etc., c'est le même principe. Si vous permettez une petite intervention, il y a un poème sur l'arbre de la liberté. On aurait dû choisir le chêne pour arbre de la liberté. Ses fruits auraient nourri sans peine les cochons qu'il avait plantés. Bon, ben, voilà. Et qu'est-ce que vous pensez de l'Union européenne qui dit, enfin l'Europe dit, l'Union européenne c'est la paix. Et alors que, bon, ils se sont engagés dans l'OTAN, avec Sarkozy par exemple. Bah, je sais pas si l'Union européenne c'est la paix. J'ai des amis serbes qui sont pas d'accord. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Voilà. Voilà. Mais après, oui, bon, l'Union européenne, c'est très révolutionnaire que d'appeler les choses par l'inverse de ce qu'elles sont. Donc, bah oui, aussi. La paix, c'est la guerre. C'est très orwellien, oui. C'est très orwellien. Très orwellien. Donc. Après, on voit aussi que de toute façon, grâce à l'Union européenne, c'est pas que la guerre a disparu, elle s'est juste déplacée. Mais au final, on peut penser ce qu'on veut, par exemple, d'un Mitterrand, que je porte pas forcément dans mon cœur, mais comme souvent, à la fin de leur carrière politique, les hommes retrouvent un petit peu leur coronesse et disent des choses intéressantes en disant « Oui, non, mais notre maître à tous, qui est l'Amérique, ne nous fait pas la guerre, mais en fait, si, il nous fait une guerre à mort. » Donc oui, Union européenne, OTAN, ce que vous voulez, bon, très bien, c'est une guerre qui fait du... Le sang se voit moins. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est Sarkozy qui nous a remis dans l'autre. Voilà. Ah bah ça c'est... Non mais il faut le dire. Grand héros de la droite, monsieur Sarkozy, oui. On aime beaucoup. Après la question sur l'Union européenne, c'est une question plutôt sur la décentralisation, enfin la centralisation qui a été commencée avant la Révolution française. Est-ce que vous voyez dans le principe de la centralisation un principe révolutionnaire ? Alors il y aura une nuance, puisqu'on va me dire oui, mais le centralisme d'un Louis XIV avec l'absolutisme à partir de Versailles, ok, c'est vrai. Il y a une chose, ben voilà, j'en ai pas parlé, mais tant pis, je vais en parler quand même. Il y a une chose très importante aussi, au moment de la Révolution française. C'est une révolution du droit. Ça on en parle peu, mais c'est une révolution du droit. C'est une révolution en fait où les parlementaires prennent le pouvoir. Il y avait des parlements dans toutes les provinces françaises qui venaient en contre-pouvoir, qui servaient en fait de balancier au pouvoir royal. Quand on vous parle de tyrannie sous l'Ancien Régime, non, arrêtez les conneries. Il y avait des parlements qui pouvaient et qui prenaient des décisions de façon, on va dire, organique, parce que c'était des parlements locaux, donc on gérait localement les choses, et lorsqu'il y avait des décisions qui venaient d'en haut, si je puis dire, on les prenait pour ce qu'elles étaient, mais on les tempérait, on les refusait, etc., etc. Les rois de France se sont battus en permanence avec les parlementaires, enfin les parlements. Et au moment de la Révolution française, les parlementaires, dans leur très très grande majorité, sont très très pro-révolutionnaires. Puisqu'en fait, pro-révolutionnaires, ils sont très pro-révolutionnaires. Les parlementaires veulent reprendre le pouvoir qu'un Louis XIV leur a retiré. Et à partir de là, c'est très très important à comprendre ça, puisque c'est une révolution du droit où le droit coutumier, qui était le droit le plus important, et qui aujourd'hui, je ne sais pas pour les gens qui ont fait un peu de droit, mais vous prenez un peu la pyramide du droit, c'est ce qu'on appelle la pyramide de Kelsen, et en fait c'est l'importance, les degrés du droit au niveau de leur importance. Aujourd'hui, tout en bas de la pyramide, c'est ce qu'on appelle le droit coutumier. Autrement dit, c'est un droit qui existe quasiment plus, en tout cas qu'on l'utilise très peu. Bon, vous corrigerez. Bon, bref. Mais en tout cas, le droit va prendre de plus en plus d'importance, et surtout en fait une forme de codification des rapports. Codification, on va dire, de la vie quotidienne. Ce qui fait qu'on vivait plus sur les coutumes, les habitudes, etc. La révolution du droit impose
un pouvoir et donne un pouvoir aux parlementaires très 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 fort, très important. Ce qui fait qu'on va dire, en informatique on dit on pisse du code, si vous m'expliquez. Et bien là en fait on va pisser du droit, on va pisser en fait des règlements, encore et encore et encore et encore. Et on en arrive à Napoléon. Napoléon qui arrive avec un code civil qui va légiférer sur absolument tous les aspects de la vie, le divorce, le mariage, le machin, nanana, et ce dont je parlais tout à l'heure, le livret ouvrier, etc. Et donc ce qui fait que progressivement, en s'imposant, la Révolution française exerce, oui, en tout cas procède à une révolution du droit. Mais je dis peut-être 3 bêtises, mais allez-y. Donc je voudrais nuancer ce que vous avez dit pour l'essentiel. Oui, alors d'abord sur la centralisation, on ne peut pas dire que c'est un bien ni un mal absolu. Il faut voir par rapport à quoi on centralise. Il faut reconnaître que la féodalité, c'était peut-être pas le meilleur système qui pouvait exister. Donc les rois de France ont centralisé, c'est vrai. Alors Louis XIV, peut-être un peu trop. On a dit que Louis XIV, c'est le premier des Bonaparte. C'est un peu sévère, mais il y a un peu de ça dans la mesure où c'est Tocqueville dont vous parliez, qui dit que l'intendant et le préfet se tendent la main par-dessus le gouffre de la Révolution. Et c'est vrai. Louis XIV, Napoléon a refait les institutions françaises. Je pense quand même qu'il a un certain mérite là-dessus, parce qu'il venait après cette Révolution, il a remis beaucoup de choses en place, et il a utilisé beaucoup de choses qui étaient dans les cartons des administrateurs de Louis XV. Bon, la seule chose, c'est que la Révolution avait supprimé tous les privilèges et tous les particularismes. Donc ça, il ne les a pas rétablis. Et donc, on a eu un système centralisé à ce moment-là, et il n'y avait plus les contre-pouvoirs et les contrepoids. Donc il y a ce premier aspect qu'il faut voir. Alors la codification, c'est vrai que Napoléon a fait codifier, mais déjà on avait tenté les grandes ordonnances de Colbert sous Louis XIV, c'est déjà ça. Et tout à l'heure, Napoléon a souvent recopié dans les ordonnances. Alors la particularité, c'est le code civil. Ça n'existait pas, mais il existait en revanche des codes de procédure, il existait le fameux code noir pour les colonies, il existait les codes de commerce, une ordonnance du commerce, etc. Donc il y avait déjà quand même une armature, et le droit allait dans ce sens-là. Est-ce que c'était bon ou mauvais? Il y a des auteurs, il y avait notamment en Allemagne un certain Savigny au XIXe siècle, qui disait la codification c'est ce qu'il y a de pire. Bon, c'est vrai que c'est un système discutable, malgré tout, même l'Église l'a pris. Le pape Pie X, d'ailleurs, qui n'est pas un progressiste, a fait un code de droit canonique, alors qu'avant lui, le droit canonique était composé de textes d'origine diverse. Donc c'est une technique. Alors c'est vrai qu'on en abuse à notre époque. À notre époque, on veut tout codifier, et on a souvent remarqué, vous voyez dans les films américains où on vous dit le paragraphe tant du code, etc. Et on est un peu comme ça maintenant, et on veut tout prévoir, ce qui n'est pas possible. Il faut dire aussi que les législateurs de Napoléon savaient encore écrire, alors que maintenant c'est de la bouillie pour les chats. Ce qu'on a, c'est de plus en plus, c'est quand même beaucoup médiocre, déjà du point de vue du style et du point de vue de la pensée. Alors il y a aussi l'histoire des parlements. Alors monsieur le conseiller nous a parlé des parlements, j'attire attention quand même, les parlements d'Ancien Régime sont des juridictions, ce n'est pas des parlements comme le parlement moderne qui sont des élus. Attention, le Parlement moderne c'est un législatif, le Parlement d'Ancien Régime c'est une juridiction qui prétend avoir pouvoir législatif et qui fait un véritable jeu de mots en disant nous sommes le Parlement de France et nous faisons comme le Parlement d'Angleterre qui lui est un législatif. Et donc ils ont gêné le pouvoir. Alors sinon, je vais donner un petit point à Louis XV quand même. C'est que Louis XV, à la fin de son règne, parce que pendant longtemps il n'avait pas fait ce qu'il fallait faire, mais en 1770 il a mis les parlements à la raison, et il a fait une réforme avec son chancelier qui s'appelait Maupoux, et ils ont fait une réforme importante que Louis XVI a quand même supprimé au début, pour des raisons de bonté, je veux bien, parce qu'on avait confisqué les charges, ce qui était parfaitement illégal, c'est vrai, et moi on n'avait pas pu les rembourser, et donc Louis XVI a dit je rends les charges, et il a rétabli le Parlement sur l'ancien pied, et ils ont fait de l'opposition pendant tout son règne. C'est pour ça que je pense quand même que Louis XV avait, sur la fin, fait ce qu'il fallait faire, et le chancelier Maupoux avait dit j'ai fait gagner au roi un procès qui durait plus de 300 ans, il veut le perdre, c'est son affaire. Donc je pense que Louis XVI avait beaucoup de bonne volonté, il a fait de bonnes réformes, il a supprimé la torture, il a supprimé le servage, ce qui restait de servage, il n'y avait presque rien, hein, enfin il y en avait encore d'un peu dans le domaine royal et ailleurs, il a supprimé le domaine royal, il a demandé aux seigneurs de faire pareil, ça n'a pas beaucoup marché, mais enfin il n'y avait pas, on ne sait pas combien il y avait de serfs en France, mais il n'y avait pas 1 million sur 25 millions ou plus de Français, donc c'était vraiment très très peu de choses, et un servage très limité. Bon, malgré tout, il a eu le mérite de mettre fin à ça. Il a fait beaucoup de bonnes choses, il a voulu également
donner un état civil aux protestants. Bon, il a voulu améliorer le sort des juifs. Bon, on peut discuter ces réformes. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont assez critiques à l'ère du protestantisme. Je ne parlerai pas du reste parce qu'on ne peut pas en parler. Mais sur le protestantisme, il y a beaucoup de gens qui sont critiques. Mais malgré tout, je pense qu'il y avait quand même un certain bien fondé dans tout ça. Oui, ça a fait beaucoup de bien. Mais il n'a manqué, me semble-t-il, quand même de la force. C'est que quelquefois, il faut quand même trancher. Et quelquefois, il ne faut pas hésiter à utiliser, après tout, l'ultima ratio regum. On a parlé tout à l'heure de Napoléon, mais il y a une chose, Napoléon, jeune officier, a assisté à la scène pénible où on voit le roi coiffer le bonnet rouge. Et il a dit, il a eu un mot assez sévère pour le roi, enfin assez grossier, et puis il a dit, à sa place, j'aurais étendu la moitié de cette canaille, il reste courait encore. Alors c'est vrai que l'argument du canon, c'est pas un argument très subtil, on peut le dire, mais quelquefois, là je crois que dans ce cas-là, son journalistique était bon. Permettez-moi, excusez-moi de cette longue écriture. Mais vous avez Est-ce qu'il y a encore des remarques ou des questions? Oui, j'avais une question. Vous avez dit que Emmanuel Macron, c'était la synthèse parfaite des idées, on va dire, libérales peut-être. Mais est-ce que vous pensez vraiment qu'aujourd'hui en France ou en Europe, le contrat social, on va dire, respecte le consentement des deux parties prenantes? Le contrat social respecte le consentement des deux parties. De quelle partie vous parlez? Du peuple, on va dire, du politique. Jamais respecté. En gros, si je comprends bien votre question, lorsqu'on élit un représentant, mettons un président, à l'heure actuelle, est-ce qu'on est encore dans le respect du contrat, dans le respect de la proposition de Rousseau au moment de la Révolution? C'est ça? Moi je pense une chose vis-à-vis de Rousseau, c'est que, à l'exception effectivement des autres penseurs, Diderot, etc., Rousseau est suisse. Non mais c'est très important. Et donc Rousseau applique, on va dire, il essaye, en épousant vraiment à fond le principe libéral, il essaye de proposer quelque chose qui ne peut s'appliquer que pour des philosophes. Mais c'est quelque chose, c'est exactement finalement la Révolution française. C'est créer tout, c'est ex nihilo, c'est à partir de rien. Et le problème, c'est qu'on ne gère pas un pays à partir de rien. Sauf si le pays est un terrain vague. Ouais, éventuellement, hein, apparemment, vu ce qui se passe en ce moment en France, il semblerait que la France ne soit plus qu'un terrain vague, donc chacun peut faire ce qu'il veut. Bon, ok. Mais donc dans ce cadre-là, si vous me dites, oui, la France aujourd'hui, de toute façon, elle n'existe que depuis 200 ans, qu'elle est profondément républicaine, qu'avant il n'y a rien eu, et que la représentation nationale ne s'illustre qu'à travers les élections, notamment l'élection présidentielle et parlementaire, bon bah oui, dans ce cas je vous dis oui. Oui, mais sauf que non. Voilà. Dans ce cas, je vous dis oui, mais sauf que non. Et là où Macron, c'est pour ça que Macron est particulièrement fort, parce que, ou alors on lui a soufflé, mais en tout cas, non, mais je pense qu'il est particulièrement fort, c'est parce que il fait cette synthèse au centre. Et la démocratie de marché et d'opinion ne fonctionne qu'en faisant la synthèse au centre. Elle ne peut pas fonctionner avec... Elle ne peut pas fonctionner avec ce qu'on appelle les extrêmes. Puis de toute façon, les extrêmes ont un rôle de représentation pour justement justifier le centre. Et c'est ce centre-là qui, quoi qu'il arrive, arrive au pouvoir. Mitterrand est quelqu'un, finalement, c'est un bon exemple. Mitterrand fait soi-disant un pacte avec les communistes. Mitterrand gagne au centre. Et Mitterrand fera une politique de centre-gauche. Chirac ferait une politique de centre-droit, même de centre-gauche, je pourrais dire. Voilà, et ainsi de suite. Enfin bref, mais on peut remonter très loin. Et si on remonte par exemple à De Gaulle gagne au centre aussi, en disant non, maintenant on calme tout le monde. Et c'est à la fois par la proposition républicaine bien comprise, la nouvelle constitution, et puis également mon costard taillé sur mesure et mon aura militaire et tout ce qui va avec, que j'impose au centre cette nouvelle proposition politique de la 5e République, qui s'inscrit dans le reste. Mais vous voyez, donc à chaque fois on a une synthèse au centre, à chaque fois. Donc
Oui, voilà, comme je vous l'ai dit, si on considère que la France a 200 ans et qu'elle est profondément républicaine, Macron, effectivement, tout est au vert, il n'y a pas de problème. Voilà. D'autres questions? Ouais. Excusez-moi, merci pour la conférence déjà. Et en fait, vous aviez parlé à un moment vers le début en fait, d'un historien qui parlait justement de qu'avant la Révolution française, la France était le pays le plus peuplé d'Europe. Je voulais juste savoir son nom. Dupaquier. Jacques Dupaquier. Dupaquier, comme ça. D-U-P-A-Q. Oui, c'est ça, Q-U-I-E-R. Ouais, c'est ça, Jacques Dupaquier. Qui est un spécialiste en fait de la démographie. Et qui est très intéressant à lire parce que alors c'est du lourd, hein, au puf, c'est des gros volumes comme ça, mais c'est très très intéressant. Et d'ailleurs, ça c'est une petite cartouche voilà, que vous pouvez mettre dans votre stock. Étant donné que c'est un des grands spécialistes de la démographie, si on vous explique de façon républicaine que la France est une terre d'immigration, Jacques Dupaquier, spécialiste de la question, répond non. Voilà. Qu'en fait il y a un continuum démographique qui dure grosso modo 1000 ans en France, hein, donc on va dire des dernières invasions vikings, jusqu'aux années 1840-1860. Et ces années 1840-1860 sont les premières années où on fait venir en fait on appelle ça des jaunes, des ouvriers de Belgique, d'Allemagne, de Suisse pour bosser dans les usines quand les grévistes en France osent remettre en question. Voilà. Donc, bon, oui, voilà. Oui, donc la France est une terre d'immigration à partir des années 1800, allez, on va dire 50, 60. Et c'est encore une immigration européenne de travail, vous voyez. Donc après, bon, il faudra aller chercher de plus en plus bas, quoi. De travail, c'est-à-dire quand il n'y a plus de travail, ils rentrent chez eux. Ah non, non. Alors, déjà, oui, et là, je sais de quoi je parle, parce que vous aurez noté à mon nom, je suis d'ascendance italienne. Les Italiens qui sont venus bosser en France à partir des années 1870-1880, les 2/3 sont partis. Hein. Eux. Voilà. Mais bon, l'Italie, c'est surtout le Mezzogiorno, non? Qui était bon, quoi. Oh, il y a eu autant des Italiens du Nord que du Sud. Hein. Ah oui, l'Italie au début. On m'a dit que l'Argentine, la population argentine, à 70%, enfin, j'ai aucun moyen de vérifier, ouais, mais était de souche italienne. Oh, oui, il y a eu beaucoup, je sais qu'il y a beaucoup d'Italiens qui sont partis. Après, les chiffres là, vous avez de l'Argentine, je ne pourrais pas vous répondre. Bon. Dites-moi s'il y a encore des. Ah, bah oui. Oui. Dernière question. Cette idée là de centre, de gouverner au centre, mais vous dites que De Gaulle gouvernait au centre, oui certes, mais je veux dire, De Gaulle c'était un réaliste. Aujourd'hui, on a affaire à des idéologues qui imposent des idées dont personne ne veut. Enfin, 70% de la population, il y a deux styles. Pas trop le sujet. Alors, ça me fait un peu rebondir sur une autre question, parce que vous semblez ironique sur les élections, le point des élections, mais aujourd'hui, dans les maigres pouvoirs qui nous restent, je vois pas. Enfin, l'élection est vraiment un des derniers pouvoirs qui peuvent nous rester. Et d'ailleurs, ces fameux idéologues ne mettraient pas tant d'efforts à truquer et manipuler les élections s'il n'y avait pas un semblant de pouvoir. Alors, c'est marrant, j'en ai parlé il y a quelques temps pour une radio, j'ai interviewé un certain Lucien Cerise, je pense que certains connaissent. Oui. Et lui-même me disait, mais de toute façon, les gens qui ne votent pas ont tort puisqu'on va décider pour eux. Alors oui, quelque part, oui, c'est pas faux, oui, c'est vrai. Mais là, je vous donne mon avis personnel, hein, parce que vous m'avez demandé, donc je vous le donne. Je donne mon avis. Donc, si je ne vois pas, moi, l'intérêt de participer à un jeu qu'on sait d'avance truqué, sauf à croire que, bon, allez, j'ai fait ma besogne et au moins je pourrais dormir du sommeil du juste. Bon, pourquoi pas. Honnêtement,
Je suis encore... je commence à perdre mes cheveux, mais je suis encore un peu jeune quand même. Honnêtement, je fais un peu mon vieux con en disant ça, mais je ne vois pas vraiment l'intérêt. Je pense qu'il faut juste agir localement, vous voyez. Moi je suis lorrain, j'ai créé il y a quelques années une radio qui s'appelait Radio Lorraine Enragée. J'ai bossé avec des gens qui étaient dans la culture et l'histoire lorraine, un certain Jean-Marie Cuny, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, etc., grand spécialiste de l'histoire lorraine et tout. Moi c'est ça qui m'intéresse, je préfère, vous voyez, c'est ce qu'il y a autour de moi. Mais je suis d'accord. Au bout d'un moment, on va me répondre toujours la même chose. Oui, bah d'accord, donc on a choisi à ta place, t'as pas voté finalement, et après on s'étonne que l'abstention finalement soit le premier parti de France parce que tout le monde s'en fout et que, oui. Honnêtement, je préfère effectivement le dimanche aller à la messe et puis aller à la pêche après ou que sais-je, et puis ça m'intéresse pas parce que de toute façon, même ceux qui ont voté, on va dire sincèrement, en pensant que par exemple Macron ou d'autres avant allaient changer quelque chose, on voit à chaque jour que c'est ailleurs que ça se joue. Donc moi je veux bien, mais en revanche, vous me diriez, demain on fait un référendum sur l'appartenance à l'Union Européenne, sur l'appartenance à l'OTAN, ou sur vous êtes pour ou contre, on continue l'immigration de masse, etc. Là c'est différent. Mais pardon ? Oui. Ah oui, mais sauf que c'est une question oui ou non. Et la dernière fois qu'on a fait ça, on l'a plus fait, depuis on le fait plus. Hein. Sur le principe. Oui. Ah oui, non, mais le principe de l'élection. Mais on vote pas pour un, comment dirais-je, on ne vote pas pour une écurie. Très brièvement, parce que de toute façon nous allons bientôt passer à dîner, mais donc c'est un sujet c'est vaste, oui, très vaste. Je pense que les opinions, on dit il y a autant d'opinions que de têtes. Bon, la seule chose, je vais dire, si vous choisissez de voter, il faut jouer pour gagner, pas pour jouer simplement. C'est ça la chose. Il y a des gens qui disent je vote parce qu'il faut. Non, je ne crois pas qu'il y avait une obligation, y compris morale. Simplement, si vous pensez que vous pouvez gagner quelque chose, vous pouvez le faire. Si vous pensez que vous n'avez rien y gagner, autant aller à la pêche, c'est le cas de le dire. Bon, maintenant, chaque élection est différente. L'élection locale peut avoir de l'intérêt pour nous. Les élections nationales, certainement moins. Bon, il y a des moments, et comme le disait également M. Consoli, les élections de référendum, par exemple, mais justement, on évite bien de poser les questions au référendum. Vous pouvez remarquer que les questions qui intéressent les Français, on ne les pose pas. Donc, voilà. Mais bon, chacun aura son opinion là-dessus. Je ne crois pas qu'on puisse faire imposer et dire que les gens qui ne votent pas sont des citoyens, dire que les gens qui votent sont des gens exceptionnels. C'est chacun qui se décide par rapport à ça. Et je veux dire que chaque élection est différente et que, certainement, si vous jouez pour gagner. Je crois qu'il faut ce qu'il faut faire. Hein. Oui, c'est mieux. Je crois qu'il y a encore quelqu'un. C'est dernière question. Dernière question. Oui, c'est une invitation à lire sur le sujet Roger Hollande. Ah ouais. Dans Que Dieu sauve la France, il montre en fait toutes les déconvenues de... Donc il a été élu avec plein de députés du Front National puis du Rassemblement National. Ouais. Et en fait, tout ce qu'ils ont fait à chaque fois a été court-circuité, impossible d'avancer. Puisque, comme vous dites, les jeux sont pipés. Et nous voyons à la campagne au niveau local, même un petit village de 300 habitants, le maire dit je peux rien faire, c'est les communautés de communes qui fait tout. Ah, bah oui. Et je crois que les institutions sont très intelligemment pensées et il faut sortir de là. Et quand Lénine voyait les Russes blancs arriver dans le Soviet, il disait ah, attention Lénine, il y a les Russes blancs. Et il disait non, mais laissez-les entrer, ils font notre jeu. Parce qu'ils sont obligés d'accepter les règles du jeu. On est là-dedans aujourd'hui. Moi je conclurai juste en disant, méfiez-vous juste, plus on en tout cas c'est l'expérience que j'en ai, ma toute petite expérience, hein. Mais bon. Mais je me suis rendu compte très vite que plus on s'attaque à un système, plus il se renforce. Donc voilà, finalement les choses utiles, à mon avis, c'est ce qu'on fait là, par exemple. C'est des rencontres, des vraies rencontres, des échanges, des lectures, etc. Et puis après, que le bon Dieu nous aide, quoi. Mais ça... Au niveau des élections présidentielles, de toute façon, les candidats font toujours partie du sérail. Donc,
que ce soit l'un ou l'autre, ça ne change rien à la donne. Si vous n'avez pas, nous allons conclure. Nous allons terminer, donc merci à tous d'avoir ajouté. Merci à notre orateur. Répondu à beaucoup de questions. J'ai pas quelque chose à ajouter pour le bon ordre de la suite. Donc il y a des livres aussi pour les personnes qui sont intéressées qui peuvent acquérir le livre de M. Consolin. Qui est disponible, qui peut vous dédicacer sur place. Et sinon, je voudrais vous faire part d'un autre événement qu'on organise le 6 janvier à Paris, où on organise un colloque, le combat contre-révolutionnaire face au chaos, avec notamment Marion Sigaud, Olivier Piacentini, Bruno Gollnisch, le professeur Bousco, Anne Brassier, Alain Escada notamment. Donc voilà, donc vous êtes les bienvenus si vous voulez y participer. Dans quel lieu? On vous le indiquera après. C'est sur inscription. Hein. Ce sera une réunion privée comme aujourd'hui d'ailleurs. L'association Sainte-Geneviève n'a aucune interdiction. Mais bon, avant que pouvoir aller vers l'extérieur. Mais non, quand même, on ne peut pas interdire. D'ailleurs, je vous ferai remarquer que nous faisons un dîner-conférence et non pas comme auparavant une conférence suivie d'un dîner. Parce qu'on ne peut pas interdire aux gens de dîner. Exactement. C'est Louis-Philippe qui avait la campagne des banquets. Donc c'est la même façon. Donc nous ferons des repas parce que nous mangerons quand même. Donc on ne nous interdira jamais tout à fait. Voilà. Merci.